C'est un contrat qui fait énormément polémique. Les services de renseignement français viennent de renouveler leur contrat avec l'entreprise américaine Palantir, une entreprise technologique très controversée et notamment accusée de violer les droits humains. Mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière Palantir et en quoi consiste cet accord avec la France? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors avant toute chose, qu'est-ce que c'est Palantir? Eh bien l'entreprise, elle a été cofondée en 2003 aux États-Unis, fondée par un certain Peter Thiel, dont on va parler dans un instant. Et sa création, elle s'inscrit directement dans le contexte post-11 septembre 2001, avec donc les attentats aux États-Unis. Après ces attentats, le gouvernement américain a fortement investi dans la sécurité intérieure et dans le renseignement en cherchant des technologies pour analyser rapidement des données et pour identifier des réseaux terroristes ou suspects. C'est donc à l'origine, dans cet objectif précis, que Palantir avait été fondé, avec notamment un financement important venant de la CIA, qui est l'une des principales agences de renseignement des États-Unis. Le but, c'était donc de fournir aux agences de renseignement des outils pour détecter les menaces avant qu'elles ne se concrétisent. Mais aujourd'hui, Palantir, ça va bien au-delà de tout ça. Palantir vend plusieurs produits, notamment un logiciel qui s'appelle Gotham et qui est principalement destiné à la défense ou au renseignement. Il s'appuie donc sur la puissance de l'intelligence artificielle pour analyser des données absolument colossales. Et sans rentrer dans les détails, le logiciel analyse par exemple les conversations sur les réseaux sociaux, les appels téléphoniques ou les images satellites, afin d'identifier en théorie des schémas ou des comportements jugés inhabituels. Et ces services, ils sont ensuite proposés à de nombreuses agences, que ce soit aux États-Unis, en Ukraine, au Royaume-Uni, en Israël ou encore en France. On revient là-dessus dans un instant. On peut aussi noter que derrière Palantir, on retrouve donc Peter Thiel, qui est un milliardaire qui a aussi cofondé PayPal. Peter Thiel, qui au fil des années a aussi affiné sa ligne politique. C'est aujourd'hui un fervent soutien de Donald Trump et globalement, Peter Thiel critique ouvertement le modèle démocratique. Il souhaite en fait un système capitaliste où les marchés sont rois. C'est l'un des visages à connaître et à comprendre pour mieux analyser la situation aux États-Unis et bien l'entourage de Donald Trump. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'avais fait il y a quelques semaines une interview de la politologue Asma Mala qui évoque justement ce sujet, cette forme d'alliance entre technologie et État, avec, selon l'analyse d'Asma Mala, l'émergence d'une nouvelle forme de fascisme. Alors impossible de résumer son regard sur le sujet comme ça en 2 secondes, mais je vous invite donc à voir l'interview qui dure près d'1 heure et qui expose certains éléments. C'est sur YouTube ou sur notre flux directement de podcast avec les actus du jour. Alors, selon des sources citées à l'AFP, la DGSI, donc le service de renseignement intérieur français, ont choisi de collaborer avec Palantir à partir de 2016, suite donc aux attentats de 2015 en France. L'objectif de cette collaboration, c'était donc officiellement de lutter au départ contre le terrorisme. La France a ensuite renouvelé son contrat en 2019, puis en 2022, et donc là, le contrat a à nouveau été renouvelé jusqu'en 2028. Bon, maintenant vous l'aurez compris, ce contrat, il fait polémique pour plusieurs raisons. D'abord, le principe même de Palantir et son utilisation des données fait fortement débat. Alors globalement, il y a un consensus politique sur le fait qu'il a fallu, après le 11 septembre aux États-Unis ou alors après les attentats de 2015 en France, renforcer la surveillance pour tenter d'empêcher de tels attentats. Ça fait globalement consensus au sein de la classe politique, mais le degré de surveillance et les risques associés fait, lui en l'occurrence, beaucoup plus débat. Certains voient notamment le risque d'une cartographie totale de la vie de chaque citoyen, avec des débordements immenses, et le tout donc par une entreprise privée. Au-delà de ça, ça fait maintenant plusieurs années que la France souhaite remplacer sa collaboration avec Palantir, qui est donc une entreprise américaine, pour laisser place à une entreprise française. Sur ce sujet-là, interrogé par l'AFP, le renseignement intérieur a précisé que ce choix avait été fait, je cite, dans l'attente du déploiement d'un nouvel outil souverain. En gros, la DGSI se défend officiellement en disant qu'à date, il n'y avait pas de bonne alternative française. Mais vous l'avez compris donc, tout ça amène beaucoup d'inquiétudes. Très concrètement, les données traitées par Palantir, elles peuvent être évidemment extrêmement sensibles, et le fait que ces données puissent être analysées par une entreprise américaine peut poser question. Alors pour ce qui est de son contrat avec la DGSI, Palantir affirme de son côté que les données, elles sont hébergées en France et que la DGSI reste, je cite, pleinement propriétaire et conserve l'entière maîtrise. Et pour le moment, c'est impossible de vérifier indépendamment de telles affirmations. Et surtout, il n'y a pas qu'une question de stockage des données, il y a aussi des questions plus larges. Par exemple, on a vu ces derniers mois, tout le débat autour d'armements américains qui étaient utilisés en Europe et le risque potentiellement que les États-Unis puissent bloquer à distance les mises à jour et donc notamment l'utilisation de certains armements. Certains estiment donc qu'il y a un potentiel risque aussi ici. L'autre enjeu, c'est que plusieurs ONG des défenses des droits humains comme Amnesty International accusent Palantir d'avoir en réalité recours à des pratiques dans les faits potentiellement illégales, comme la surveillance de masse ou l'atteinte aux libertés individuelles. Des enquêtes du New York Times ont par exemple pointé du doigt des
projet de fichage des citoyens américains. Et en août 2025, donc très récemment, Amnesty a aussi publié un rapport qui critique l'usage de Palantir par l'ICE. L'ICE, c'est donc la police fédérale de l'immigration américaine. Une utilisation pour cibler des migrants clandestins ou des réfugiés, mais le tout alors que ces expulsions, elles sont régulièrement dénoncées comme étant expéditives et considérées pour certaines comme illégales dans la façon dont elles ont été traitées. Alors on va pas pouvoir revenir sur toutes les accusations portées contre Palantir, mais l'entreprise, elle est aussi accusée au Royaume-Uni où elle gère des données de santé et elle est accusée d'avoir fait pression à des hôpitaux pour qu'ils partagent des informations sensibles. Certaines ONG estiment aussi que Palantir a travaillé directement avec les services de renseignement israéliens à Gaza, au cœur des bombardements ces derniers mois. Bref, vous l'aurez compris, c'est un sujet extrêmement délicat, extrêmement sensible, mais ça me paraissait important de le mettre à la une de notre format des actualités du jour aujourd'hui. C'est pas un sujet qui fait forcément la une de l'actualité des médias, mais de notre côté, ça me semblait important d'en parler et de faire le point là-dessus aujourd'hui. Allez, je vous laisse avec Brice pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. Le ministère américain de la Justice a rendu public des milliers de documents sur l'affaire Epstein ce vendredi. Il s'agit de près de 4000 fichiers, dont des photos montrant l'ancien président Bill Clinton, les chanteurs Michael Jackson ou encore Mick Jagger aux côtés de Jeffrey Epstein, ou encore des documents issus de l'enquête sur le financier américain accusé d'avoir été à la tête d'un important trafic sexuel de filles mineures pendant plusieurs années. Il s'est suicidé en prison en 2019 avant que son procès ne puisse avoir lieu. Ces milliers de documents sont rangés en 4 catégories et l'une d'elles concerne les documents publiés dans le cadre d'une loi signée par Donald Trump. En fait, le mois dernier, une loi a été votée par le Congrès, l'équivalent du Parlement en France, pour forcer l'administration Trump à dévoiler l'intégralité du dossier Epstein avant le vendredi 19 décembre, hier donc. C'est cette loi que le président américain Donald Trump a dû signer malgré ses réticences. Il avait été confronté à une partie de son propre camp, les républicains, qui exigeait la publication de ces documents. C'était également une promesse de Donald Trump lors de la campagne présidentielle de 2024. À noter que cette loi imposait que l'intégralité des documents que possédait le gouvernement américain soit publiée. Ça n'a pas été le cas et le ministère américain de la Justice a annoncé que la suite serait rendue publique dans les prochaines semaines. À savoir aussi que la majorité des documents publiés est caviardée, c'est-à-dire que les informations essentielles ont été censurées. Ces documents n'ont révélé aucune information majeure, mais ils offrent quand même un aperçu de ce que le gouvernement américain avait initialement décidé de ne pas rendre public sans cette loi. Deuxième info, une frappe israélienne sur un abri a tué 5 personnes ce vendredi à Gazaville, a annoncé hier la défense civile de la bande de Gaza, gérée par le Hamas. Le bombardement a touché une ancienne école, désormais utilisée comme abri pour les personnes déplacées par la guerre, dans le quartier de Toufa, dans l'est de la ville. De son côté, l'armée israélienne a déclaré avoir ouvert le feu sur, je cite, plusieurs individus suspects repérés dans des structures de commandement à l'ouest de la ligne jaune. Cette ligne jaune, établie selon la phase 1 du plan de paix proposé par Donald Trump, sépare la bande de Gaza en deux. L'armée israélienne opère toujours à l'est de cette ligne et s'est retirée du côté ouest depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre entre Israël et le Hamas et signée notamment par les États-Unis. À noter que la ligne jaune est censée être temporaire et mener à un retrait complet des forces israéliennes de Gaza. Fin novembre, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avait signalé plus de 393 attaques depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, tuant au moins 339 Palestiniens. L'ONU avait déclaré que, je cite, « elles ont toutes eu lieu à proximité de la soi-disant ligne jaune ». Et on finit avec cette info, le tribunal judiciaire de Paris s'est prononcé contre le blocage de la plateforme australienne de stream Kik en France. Le tribunal a jugé que le blocage de Kik qui était demandé par l'État était une mesure disproportionnée qui porterait une atteinte injustifiée à la liberté d'expression et de communication. Il a en revanche ordonné à Kik de supprimer ou de maintenir inaccessible depuis le territoire français la chaîne baptisée Jean Pormanov. Elle était déjà inaccessible depuis la France depuis le 22 août, elle devra donc continuer de l'être. Pour rappel, c'était sur Kik que le streamer Jean Pormanov était mort en direct le 18 août dernier après avoir subi des violences et des humiliations de la part des streamers Safin et Naruto notamment, diffusés en direct sur la plateforme pendant des mois. Kik doit aussi retirer sans délai tout contenu rediffusant des images d'actes de violence ou d'humiliation à l'encontre de Jean Pormanov et une autre enquête préliminaire est en cours concernant la plateforme qui doit déterminer si Kik avait conscience de diffuser des vidéos d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne et si elle respectait la législation européenne l'obligeant à signaler des contenus problématiques. Merci beaucoup Brice. Alors ce week-end, là on a publié les actus samedi mais dimanche, forcément il n'y a pas d'actu du jour, donc pour suivre l'actualité, ça se passe directement sur nos autres réseaux, notamment sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d'être en vacances. Courage à tous les autres, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit donc à lundi pour le retour des actus.